Bonjour à toutes et tous. On se retrouve une nouvelle fois sur la chaîne de l'association Les Rêves Grandioses. Je retrouve Audrey, avec lequel nous avons organisé par le biais de l'asso une première constellation euh, à la médiathèque avec 5 constellés et 10 représentants, ce qui était une belle constellation. Et donc, j'avais envie d'échanger avec Audrey pour partager mon ressenti en tant que représentant et puis son ressenti, elle, sa vision aussi et la présentation pour les futures constellations en tant que constellatrice. Voilà, bonjour Audrey. Bonjour Véro, bonjour à tous. Merci encore de me recevoir. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger sur des sujets aussi passionnants. Je vais quand même commencer par cadrer un certain nombre de choses, pas par rapport à toi, mais par rapport à peut-être des gens qui se demandent un petit peu ce qu'on fait et ce que c'est les constellations. Alors, je veux rappeler, moi, ce qui me paraît important, après je te laisserai intervenir, 2 choses. La première, c'est que l'ignorance est souvent la porte ouverte à la peur et que ça crée peut-être des choses qui n'auraient pas lieu d'être si si les gens allaient expérimenter avant de parler de choses qu'ils connaissent pas. Et de rappeler que au niveau de l'asso, on a mis des cadres, euh, une certaine déontologie par rapport à ce que l'association propose, et que du coup, en tant que présidente, je suis garante de ça et du respect surtout d'un certain nombre de choses, et qu'en invitant Audrey et en participant aux constellations, je sais ce en quoi je m'engage et en quoi j'engage l'association. Donc ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'était un petit peu anecdotique, hein, c'est que effectivement la série c'est sur Netflix, je crois, parce que j'ai pas Le chemin de regardé et j'ai l'Olivier. pas Netflix. Voilà. Le Jardin des Oliviers explique, je crois, très bien. Le C'est une chemin, série le chemin qui a des eu Oliviers. le chemin des Oliviers, ouais, qui a eu un engouement assez intéressant et qui fait que certaines personnes découvrent ce que sont les constellations familiales. Mais les constellations familiales n'ont pas commencé avec cette série. Elles existent, tu nous diras, je sais pas, depuis très longtemps. Moi, je me souviens que les premières, j'ai dû les faire en 2009, 10 ou quelque chose comme ça. Donc, ça existait aussi depuis longtemps. C'est peut-être moins connu en France que dans d'autres pays aussi. Et, euh, et que tant mieux si ça peut donner envie aux gens d'aller explorer un petit peu leurs racines. Parce qu'effectivement, comme on le disait juste avant de cet échange, c'est que pour moi, comment savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient, et que la psychogénéalogie et le transgénérationnel, c'est pour moi, des priorités à donner quand on veut essayer de comprendre nos modes de fonctionnement. Voilà, donc je me tais parce que Non, je te non, laisse la parole et je te laisse rebondir dessus aussi, sur ta vision par rapport au premier et deuxième point que j'ai partagé. oui, non, mais c'est tout à fait juste. Effectivement, donc je reviens sur ce que j'ai abordé en conférence là au salon du bien-être à Brantôme ce week-end. C'est-à-dire que les constellations familiales ont été créées par Bert Hellinger. Ça a été pour lui le fruit de longues recherches et d'observations. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça risque d'être un petit peu long. Mais en tout cas, c'est une pratique qui a démarré dans les années 90 et qui a vraiment pris un essor à partir des années 2000. Et effectivement, malheureusement, la France est un peu en retard sur l'utilisation et l'accès aux constellations familiales.
Il faut savoir que, par exemple, au Canada, aux États-Unis et en Amérique du Sud, les constellations familiales sont aussi utilisées dans le domaine de l'entreprise. Parce que l'entreprise, en fait, est peut-être un reflet de notre système familial et il y a des choses qui sont assez surprenantes. Mais voilà, donc même le monde de l'entreprise s'est ouvert à cette pratique-là parce qu'on peut résoudre certains conflits d'équipe à travers cette thérapie brève et éviter d'atteindre des seuils de tensions qui sont au-delà d'un certain temps qui risquent de plus être gérables. Donc, pour en revenir au système familial, purement familial, oui, c'est une thérapie qui aide à pacifier les relations et l'histoire, le rapport qu'on a avec l'histoire de notre propre famille. J'aborde souvent le thème de l'épigénétique parce que justement la science, quand elle ne comprend pas, elle a tendance à dénigrer, donc ce qui est un petit peu dommage. Et puis, heureusement, il y a des scientifiques qui ne restent pas campés sur leur position et qui vont essayer de chercher, d'analyser. Et en fait, voilà, la psychogénéalogie a été aussi portée beaucoup par Anne Ancelin-Schutzenberger, de médecine de Nice. Et elle a mené des recherches, entre autres avec Françoise Dolto, Boris Cyrulnik aussi a travaillé avec elle. Et en fait, c'est venu de plusieurs observations de pathologies qui se transmettaient, pas nécessairement de façon très évidente, mais voilà, c'est des questionnements. En fait, les gens qui se questionnent, forcément, vont chercher et essayer de comprendre. Et donc, avec l'aspect scientifique, l'épigénétique a mis à jour qu'effectivement, le trauma que peuvent avoir vécu des ancêtres se répercute sur les générations qui suivent, sans que les générations qui suivent, elles, aient connaissance de l'origine du trauma. Elles en ont on va dire, elles en payent les pots cassés sans savoir nécessairement d'où ça vient. Donc, les constellations aident à justement refaire ce lien, sachant qu'on ne travaille que des hypothèses pendant une constellation, mais ce sont des hypothèses en général qui font énormément écho parce que notre corps, lui, c'est notre bibliothèque, c'est notre mémoire. Le mental, lui, c'est votre petit GPS qui fait en sorte que tout se passe toujours bien dans le meilleur des mondes et que vous ne sortiez jamais de votre zone de confort. Alors que le corps, lui, il a besoin d'exprimer des choses et justement pour ne pas somatiser, parce que la somatisation, c'est quoi? C'est la transformation d'émotions en maladie, puisque le mal a besoin de s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Donc, autant exprimer les douleurs que l'on ressent et on va dire les conflits internes que l'on a, plutôt que d'attendre le seuil de la maladie, quoi. Donc voilà, c'est une thérapie qui relie à la fois évidemment la conscience, parce qu'on est conscient qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie, mais on ne sait pas par où les prendre, on ne sait pas par où commencer. On a peut-être déjà essayé des tas de thérapies, ça n'a pas réellement fonctionné, on ne sait pas pourquoi. Donc, la constellation peut être une autre tentative de compréhension. Voilà. Et donc, effectivement, comme je l'ai dit ce week-end aux personnes qui sont venues sur mon stand, je remercierai jamais assez la production turque du Chemin de l'Olivier parce que, comme quoi Netflix n'a pas que des mauvais côtés non plus. Mais c'est vrai que de rendre accessible, on va dire, l'univers des constellations, parce que c'est pas fermé, contrairement à ce qu'on croit. Il faut simplement se donner la peine de s'y intéresser, tout simplement. Après, il y a des personnes à qui ça ne parlera pas, d'autres à qui que ça va intriguer. Et comme je le dis, je peux vous parler pendant des heures du chocolat, l'odeur, comment il est fabriqué, d'où il vient, la saveur, etc. Tant que vous n'avez pas goûté le chocolat, vous ne saurez pas ce que c'est. Donc, d'où l'intérêt d'expérimenter déjà en tant que représentant. Et puis après, si ça vous parle, pourquoi pas travailler sur vous en tant que constellé. Voilà. Je pense que c'est une option intéressante. C'est ce qu'on avait proposé à un certain nombre de personnes de l'association, de venir découvrir en tant que représentant. Et je trouve que c'est effectivement une expérience intéressante parce que on le ressent et dans les partages, dans ce qui s'est passé aussi bien pendant la constellation qu'après, moi, les retours par rapport aux filles, parce que tout à l'heure, on en parlait, il y a quand même une majorité de femmes, hein, encore et encore.
Même si on Messieurs, avait deux représentants, on avait deux représentants qui étaient super, super efficaces. Et je dois dire que effectivement, j'étais aussi bluffée. Mais quand on vient à une constellation en tant que représentant, on a l'impression qu'on vient tranquillou, en spectateur, voir ce qui se passe pour les autres, comment. Mais enfin, moi, je pense que on a tous dans les familles des boulets. Hein. Alors, on peut voir ça comme des boulets parce qu'effectivement, on peut traîner des choses. Je parle pas parce qu'on vient quand même pacifier un certain nombre de problématiques. Donc, c'est pour ça que je parle de boulets quand ça se passe bien et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Il n'y a pas de raison que ça ressorte spécialement. Enfin, on le voit parce qu'on a vu des belles choses, mais souvent, ce qu'on va travailler, c'est où ça coince. Et, euh, et c'est très drôle de voir comment on arrive en spectateur en se disant ah ouais ouais alors là on va voir ce qui se passe pour les autres et qu'en fait on se retrouve avec toutes les mémoires familiales qui remontent et qui nous disent tu te souviens toi le truc la grand-mère là et le grand-père et le ah ouais mais ça aussi c'était et en fait c'est les retours que j'ai eu des personnes qui étaient là, elles s'attendaient pas à ça, elles s'attendaient pas à pouvoir observer leurs propres schémas familiaux. Et c'est un cadeau. Enfin, vraiment, je trouve que c'est un cadeau que l'on s'offre, que l'on offre aussi au collectif, vous dites de ça? pouvoir vivre ça. Parce que les groupes sont jamais constitués par hasard. Il n'y a pas de hasard. Hein. Pour moi, le hasard n'existe pas. Ce sont souvent des rendez-vous et du coup je trouve que ouais c'est super intéressant et j'avais envie que tu nous dises un petit peu enfin d'après toi quels sont pour les personnes qui ne connaissent pas les constellations qu'est-ce qui peut faire qu'on a envie même si ben, on a vu ou pas la série on se dit quand même ça me parle un peu mais pour quelle raison je pourrais aller faire une constellation ou aller en tant que représentant? Alors, j'ai envie de dire qu'on on est inconsciemment, on va dire drivé, c'est le mot anglais, mais on va dire conduit, mené par nos Téléguidé. intuitions, par des envies, voilà, téléguidé, merci, par des intuitions, des envies qu'on n'arrive pas toujours à s'expliquer. Certaines personnes vont aller plus volontiers vers des thérapies en tête-à-tête, comme par exemple l'hypnose, comme l'acupuncture, vont être plutôt orientées vers la santé vraiment biologique, physiologique du corps. D'autres vont réussir à faire le lien entre ok, ce qui se passe dans ma tête, ça a une répercussion sur mon corps, mais peut-être que c'est le corps aussi qui a une répercussion sur ma tête. Là, aujourd'hui, on a pléthore d'informations à notre disposition via Internet pour, pour trouver des questions, pour trouver des réponses aux questions qu'on se pose. Maintenant, je pense que la curiosité, contrairement à ce qu'on dit, c'est un très joli défaut et c'est même une très très belle qualité. Et je pense que quelqu'un qui a envie de travailler sur soi, qui a des questions auxquelles justement il ou elle n'arrive pas à trouver de réponse, les constellations peuvent être un élément. Donc, au même titre que comment dire, certaines lectures, certains films, quand vous les regardez, ça bouge quelque chose en vous. Bon, ben c'est que quelque part, ça vous parle. La chose la plus importante, c'est de se poser en observateur de ce qui se passe quand des événements résonnent autour de nous. Et c'est malheureusement quelque chose qu'on n'a pas été éduqué à faire, c'est qu'on est toujours focalisé sur ce qui se passe autour de nous, mais pas sur la répercussion de ce qui se passe dans notre environnement sur nos émotions et sur notre corps. Et en fait, la constellation, enfin, les constellations familiales sont un outil qui nous aide à justement apprendre à se focaliser aussi sur ce qui se passe dans notre corps. Et c'est très important parce qu'on se découvre finalement. On est toujours à la recherche de quelque chose à l'extérieur de soi,
Mais quand on comprend que finalement, on est notre meilleur ami, on est notre premier amour et notre dernier amour, puisque on est né tout seul et on mourra tout seul, on va dire dans l'absolu. Et en fait, c'est aussi commencer à faire la paix avec soi et étudier ce qui ne va pas en nous. OK, aller chercher des solutions et des hypothèses, etc. Mais en fait, c'est ce que je dis à toutes les personnes qui viennent consteller, c'est quelque chose que vous faites pour vous. Même si vous êtes représentant dans la constellation de quelqu'un, vous êtes là avant tout pour vous. C'est un cadeau que vous faites à vous. Donc, si vous êtes amené à représenter, c'est très intéressant quand on représente, en tant que représentant, on est appelé à représenter des archétypes, par exemple, la colère, la tristesse, la solitude. C'est pas un hasard. Vous n'êtes pas choisi dans ces postures-là par hasard. Si vous êtes appelé si vous êtes un homme, vous êtes appelé à peut-être représenter des pères qui sont partis ou des grands-pères qui ont trahi ou peut-être ou pas, mais peut-être et si ça vous impacte de façon particulière, c'est que ça a fait résonance à quelque chose qui s'est passé dans votre généalogie. Donc, c'est ça. Je pense que le premier moteur, c'est la curiosité et l'envie d'avancer, l'envie d'évoluer, l'envie de passer, comme je dis, à une meilleure version de soi-même. Voilà, je pense que c'est ça le moteur essentiel. Ouais. En fait, pour moi, c'était intéressant, il y a une des filles qui est venue à la Constelle, la première fois que j'en ai parlé, elle m'a dit, moi je viens. OK. Et puis, je l'ai rappelé en lui disant, alors, tu t'inscris pour le mois de septembre? Et elle me dit, oh, oui. Et j'ai dit, tu veux consteller ou être représentante? Elle me dit, je sais pas. Mais j'ai dit, mais pourquoi en fait, elle dit, parce que quand tu as parlé, à l'intérieur, ça a complètement résonné pour moi et il fallait que j'y sois. Et donc, je l'ai renvoyé, effectivement, j'ai renvoyé vers toi parce que c'était là, après, ton domaine de savoir ce qui pouvait être, entre guillemets, exploité dans ces problématiques pour pouvoir l'aider. Et c'était, et effectivement, c'était une belle constellation. Il y a des choses pour moi qui sont, alors, enfin, après, ça n'engage que moi, mais ce que j'ai vu en étudiant la psychogénéalogie, alors pas en général, mais la mienne, ma famille, enfin, tout l'impact que ça a pu avoir, je crois que la majorité d'entre nous ne sont pas, on n'est pas conscient de comment on fonctionne, justement dans le relationnel, dans la vie, dans notre quotidien, dans notre rapport à nous-mêmes, aux autres, avec des schémas, des types, des enfermements, des conditionnements qui sont de l'ordre familial, qui ne nous appartiennent pas. Je pense notamment la notion de loyauté familiale, dont on n'a absolument pas, ça c'est un truc qu'on n'a pas conscience, genre je ferais pas mieux que maman ou que papa, ou dans la famille on a toujours été comme ça, ou on a toujours fait comme ça, ou on a toujours vu les choses comme ça et on continue à le faire parce qu'on remet pas en question les schémas familiaux. Il y a cette notion aussi de souffrance, de comment l'enfant se construit, comme on dit toujours, un enfant qui est dévalorisé va pas cesser d'aimer ses parents, il va cesser de s'aimer lui, et du coup il va se construire en pensant qu'il vaut peut-être pas grand chose, et on retrouve bon nombre d'adultes qui ont des difficultés à se positionner dans la vie, à être à trouver une légitimité dans leur parcours professionnel, dans leur relation amoureuse, dans leur rôle de parent. Qu'est-ce que j'ai pris des notes, parce qu'en fait ça m'a quand même vachement travaillé. Et il y a aussi quelque chose qui est ressorti et que j'avais pas dans la constellation, et qu'en fait j'avais absolument pas capté, c'est la notion de honte. C'est quelque chose que j'avais absolument pas conscientisé, que on pouvait que dans les familles, alors peut-être moins aujourd'hui, il y a encore, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui se soucient de l'environnement, du qu'en dira-t-on, il y en a encore beaucoup, mais le poids que ça a pu avoir
Et encore une fois, je vois l'impact du patriarcat sur le féminin qui est ressorti quand même pratiquement dans toutes les constellations, c'est-à-dire que on faisait ce que les femmes faisaient ce que les hommes dictaient, les filles faisaient ce que les pères dictaient. Enfin, alors ça continue sûrement, hein, mais ça avait un impact absolument énorme. Et on a continué et on continue à le porter et on le porte inconsciemment. On le porte en tant que femme dans nos relations à l'homme. Enfin, c'est flagrant. Et moi, j'avais pas, enfin, la notion de honte, c'est quelque chose qui, enfin, j'avais pas capté que effectivement, on pouvait faire taire des besoins, on pouvait faire taire un certain nombre de choses par rapport à la honte, mais pas aujourd'hui. C'est pas, on porte une honte, c'est on porte la honte de la mamie, de l'arrière-mamie, et de ce qu'elle a subi et, et comment. Alors ça peut paraître, pour certains, ça peut paraître complètement perché, mais effectivement, si on étudie l'épigénétique, on sait que au niveau cellulaire, on porte les mémoires de nos ancêtres. Hein. On est porteur de mémoire et en fait, c'est ces mémoires qui par moments se décristallisent nous font prendre conscience. Et je pense que, enfin, en tout cas, moi, je vois la constellation pour ça, nous font prendre conscience qu'on a des schémas répétitifs qui nous appartiennent pas. C'est pas à nous. Et il est temps de les rendre à ceux à qui, sans jugement, pas de dire, mais sans jugement, de rendre à qui ça appartient. En fait, justement, tu parles de l'épigénétique, c'est l'exemple que je donne quand je fais mes conférences. Bon, il y en a plein, mais en 2014, il y a une étude qui a été menée à la faculté de Emory aux États-Unis. Ils ont isolé, alors on étudie les souris parce que, évidemment, elles ont une espérance de vie bien moins longue que les humains. Donc, on arrive à regarder sur les effets sur plusieurs générations. Et en fait, on va dire une génération de souris a été soumise à un choc électrique associé à une odeur. Donc, évidemment, ça a engrammé et la peur, et la douleur, et l'odeur. Et 2 à 3 générations plus tard, les souris de la deuxième et troisième génération, tu leur fais sentir juste l'odeur. Elles ont exactement la même peur que leur grand-père et arrière-grand-père, sans avoir connu le choc électrique, sans avoir connu la situation de peur. La simple odeur, en fait, réactive les mémoires cellulaires, justement. Donc, en fait, on se retrouve parfois à la deuxième, la troisième, voire même la quatrième génération, à porter des traumas. Alors, ça peut être évidemment des traumas, ça peut être aussi lié à des histoires familiales. Je donne un exemple. Quelqu'un qui vient me voir pour une difficulté à investir. Elle a toujours peur elle voudrait acheter une maison, par exemple, mais elle a peur. Elle me dit, je ne sais pas pourquoi, j'arrive à la banque, je prends un rendez-vous et j'y arrive pas. J'ai juste peur que le banquier me dise, oui, on va signer le crédit. Et en fait, en regardant dans sa généalogie, on se rend compte que la troisième génération avant elle a fui l'Espagne de Franco et a dû tout abandonner. Alors que c'était des gens qui avaient des terres, qui avaient des biens. Voilà, donc là, c'est carrément un trauma familial général, puisque ça a impacté le grand-père, la grand-mère, ou l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère, et les enfants, donc les ascendants directs de cette personne-là. Donc, en fait, la mémoire de « j'ai déjà tout perdu », pour ne plus rien perdre, qu'est-ce qu'on fait? On n'achète pas. Comme ça, au moins, on ne peut rien nous prendre. Et il y a alors ça peut se traduire autrement. La même histoire peut se traduire chez quelqu'un d'autre par une envie maladive de bouger tout le temps. Voilà, on n'arrive pas à se stabiliser dans un endroit. On a besoin, alors c'est souvent, on le retrouve dans les familles qui ont connu l'immigration, que ce soit une immigration choisie ou une immigration subie, les descendants ont du mal à s'enraciner. Je parle en connaissance de cause. Donc voilà, on est porteur d'une histoire et
l'essentiel, en fait. On ne va pas guérir, on ne va rien guérir. Les ancêtres ont vécu leur vie et c'est très bien, comme tu disais tout à l'heure, on n'a pas à juger et c'est comme ça. La seule chose, c'est si moi, ça me va d'être nomade, il n'y a rien à travailler, c'est parfait. Par contre, si je vis de façon pesante le fait que j'aimerais, moi, Audrey, pouvoir rester 10 ans dans un lieu sans être en souffrance et que moi, ça me pèse, là, je vais aller travailler sur la mémoire de mes ancêtres pour me détacher justement de cet impact, de cette empreinte de la douleur qu'a laissé l'immigration. Voilà. Le schéma, il est là, en fait. Tant que ce n'est pas souffrant pour nous, il n'y a pas nécessité d'aller travailler. Mais si dans notre vie perso, c'est pareil, les femmes qui ont cette tendance à la soumission, qui savent pertinemment que leur compagnon, et puis ce n'est pas le premier, a des tendances violentes, a des tendances à l'alcool, etc., etc., mais elles n'arrivent pas à partir. Tu parlais de loyauté tout à l'heure parce que la grand-mère, l'arrière-grand-mère, elle était elle-même victime et qu'elle n'est jamais partie. Donc, ce sont des schémas qui sont engrammés dans notre mémoire cellulaire, dans notre corps. On est quand même le fruit de 2 lignées et de toute l'histoire des quatre branches qui arrivent chez nous, quoi. Sachant qu'après, ça se multiplie d'autant en haut. Donc, on porte quand même une sacrée histoire. Et parfois, on se retrouve même en résonance avec un arrière-grand-oncle ou quelqu'un auquel on n'a pas nécessairement pensé. J'ai un autre exemple qui me vient. J'ai une consultante qui vient me voir en me disant, voilà, c'est très souffrant pour moi, toujours pareil. J'intègre des groupes, je fais des formations, etc. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je me fais éjecter du groupe. On ne me parle plus. On me zappe, en fait. Ok, très bien. Donc, on commence à faire le génosociogramme, d'où moi, mon intérêt énorme pour la psychogénéalogie, parce que j'utilise la psychogénéalogie dans la préparation de mes constellations. Et en fait, pour la faire courte, on s'est retrouvé en constellation avec la mémoire d'un grand-père qui avait collaboré pendant la guerre et qui avait dénoncé des voisins. Donc, tu parlais de honte tout à l'heure. Eh bien, la honte, comment elle peut ressortir? Ça peut-être être une question que nos auditeurs se sont posées tout à l'heure quand tu parlais de la honte. Comment ça peut ressortir? Ben voilà, ça peut ressortir comme ça. Peut-être dans votre vie à vous, à l'étage 3e génération, ça peut ressortir comme une grosse difficulté dans votre vie sociale à vous insérer dans des groupes, à être reconnu, à être respecté. Vous êtes quelqu'un de tout à fait intègre, etc. Mais bizarrement, on ne vous respecte pas. Il manque un truc. Et vous avez l'impression de faire toujours plus, et ça ne matche jamais. Ça peut être la résultante d'un aïeul qui a fait des choses répréhensibles ou du moins qui, à un moment donné de sa vie, n'a pas assumé sa honte. C'est ça. Voilà. Et donc, il n'en est pas mort, mais il a passé le relais et le bâton relais. Alors, pourquoi ça ne s'est pas reproduit sur les enfants et ça attend les petits ou les arrière-petits-enfants? Parce qu'on n'est pas tous… alors déjà, le contexte socio-culturel n'est pas le même. Et aujourd'hui, plus que la génération des baby-boomers, notre génération a vécu donc quasiment 80 ans sans guerre. Donc, c'est ce qui fait aussi qu'on a la possibilité de se dire, OK, on se souvient de ce qui s'est passé. Bon, on a de moins en moins de témoins puisqu'ils sont tous en train de mourir. Le but étant de se centrer un petit peu sur soi. Parce que finalement, c'est l'individu qui constitue la société. Malheureusement, on est dans un monde où c'est la société qui détermine l'individu. Et aujourd'hui, j'ose espérer, et moi c'est ça qui me motive dans le travail que je fais, j'espère sincèrement que les personnes vont prendre conscience de leur souveraineté, du pouvoir qu'elles ont sur elles-mêmes, et qu'en prenant conscience de ces capacités, de ce pouvoir qu'elles ont de se modifier, elles, pour aller bien, pour être heureux, pour rester dans la bienveillance et pas tout le temps dans la colère, dans le ressentiment, dans le jugement, c'est en assainissant la relation qu'on a avec nous-mêmes qu'on peut faire société en bonne intelligence.
Parce que j'aime beaucoup la phrase qui dit « Il n'y a pas de gens malheureux, il n'y a pas de gens méchants, il n'y a que des gens souffrants ». Oui. Et au bout du compte, quand on prend la mesure de toutes les souffrances qui ont été engrammées dans les familles, oui, il y en a certains qui commettent des actes abominables, etc. Mais au bout du bout, soit elles en ont elles-mêmes déjà été victimes, donc elles ont reproduit, soit elles ont essayé de réparer, elles n'ont pas réussi. Donc juger, ça ne sert à rien, en fait. Simplement, toujours la même histoire, partir de soi et de voir comment je peux faire pour aller mieux, comment je peux faire pour être une bonne personne et donner autour de moi de la bienveillance et faire en sorte que d'autres personnes autour de moi aillent bien et soient heureuses d'être en ma compagnie. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On va pas donner d'autres exemples parce qu'il y en a, je pensais à la spoliation aussi et les mémoires de spoliation et enfin tout un tas de choses. On pourrait discuter pendant des heures, mais on sait que les gens regardent pas les vidéos pendant 2 heures, donc ou alors dans ces cas-là, il faut faire un live interactif et effectivement là, on est dans un autre domaine, on verra ça plus tard, pourquoi pas. J'ai envie que tu nous parles donc de l'actualité, des futurs, là, de ton prochain salon, de la prochaine constellation, puisqu'on a posé des dates jusqu'au mois de décembre à la médiathèque. Et oui. je remettrai dans la barre de description la première rencontre qu'on avait fait toutes les deux, où tu expliques vraiment comment tu fonctionnes au niveau des constelles, la pré-constelle, la constelle et l'entretien, le débriefing après. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est ton actualité. On remettra le lien en dessous. Mais donc là, puisque tu es là, tu nous donnes tes dates et puis si tu as envie d'ajouter quelque chose, c'est le moment. Eh ben, avec grand plaisir. Donc les dates, donc la prochaine, c'est le 20 octobre. Ensuite, ce sera le 17 novembre et le 15 décembre, donc à Chervé-Cuba, à la médiathèque. Vous avez de toute façon toutes les informations sur mon site internet, https://de mes racines à mes ailes, sans accent, tout attaché. On le mettra en dessous parce que… Voilà, oui, il n'y a pas de problème. Sinon, vous pouvez me retrouver aussi sur ma page Facebook, donc c'est De mes racines à mes ailes, ou mon profil Audrey Noireau. Et donc, effectivement, l'actualité, ce sera que vous pourrez me retrouver au Salon du bien-être de Mussidan les 2 et 3 novembre. Donc, ça sera après, forcément, la prochaine constellation. Voilà, donc pour s'inscrire, vous pouvez me contacter directement, soit par SMS, soit par mail. Comme ça, j'ai besoin de votre adresse mail pour vous envoyer un petit peu plus de détails. Et ensuite, on se met en lien, bien entendu. Si vous voulez être constellé, alors il y a besoin de faire un rendez-vous préparatoire de pré-constellation pendant lequel, justement, on va aborder votre problématique. Et ensuite, on travaillera donc avec l'aide des représentants le jour de la constellation. Et j'offre de façon donc gratuite le suivi en post-constellation parce que je ne laisse pas les gens partir dans la nature sans prendre des nouvelles dans les 10 jours qui suivent. Ça, c'est très important pour moi. Et voilà. Donc ensuite, après toutes les petites informations logistiques, je les envoie exclusivement à ceux qui partagent la session de constellation. Et voilà. Et donc là, je réfléchis sur 2025 à faire une deuxième session mensuelle sur le secteur de la Tour Blanche. Donc, c'est plus proche de Ribérac. Voilà, pour ceux qui viennent un petit peu plus du sud du département, ça sera plus facile. Donc, voilà, après, à savoir, je suis en train de travailler sur le planning et donc conserver les dates à Chervé-Cuba, une session mensuelle à Chervé-Cuba et une session mensuelle à la Tour Blanche. Voilà. Oui, ça permet d'avoir 2 lieux géographiques. Ça, pour faciliter l'accès. Voilà. Ceci dit, la dernière constellation, on avait des gens qui venaient quand même de relativement loin et d'autres départements. Hein. Donc, de Paris, d'Agen, oui, on a des personnes qui circulent et ça fait plaisir parce que effectivement, l'essayer, c'est l'adopter. C'est ça. C'est ça. Donc, je pense qu'on va
On va s'arrêter là. Je vais mettre toutes les infos dans la barre de description sur YouTube. Et puis ben, on se retrouve avec grand plaisir le 20 et je vous invite à venir nous rejoindre pour cette belle aventure parce que oui, Sachant vas-y. qu'il y a maximum 15 participants en tout, dont 5 constellés. Donc, les places sont limitées. Sont limités et que ben comme tu disais, goûter c'est l'adopter, c'est un peu comme le chocolat. Hein. Et je crois que dans les participants du mois dernier, il y en a une grande partie qui ont envie de revenir. Merci Audrey. C'est ça, voilà, c'est ça. Donc, pour ça, merci à toi, Véro. Très belle semaine à toi, très belle semaine à vous tous. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir à tous et à bientôt.